Donc, j'avais entendu parler de Valérie Solanas, en fait, sur la chaîne YouTube de Sekhmet Chiol. Elle recommandait son livre Scam Manifesto. Donc, quand je l'ai trouvé à la bibliothèque de mon université, je me suis dit, ouais, non, cool, je vais le lire, tu vois. Et pour contexte, donc, Valérie Solanas, en fait, elle est connue pour avoir tiré sur Andy Warhol. Donc, c'était une figure marginalisée. Mais son livre, il est devenu une sorte de culte, surtout dans les cercles féministes. Beaucoup de féministes l'ont lu en se disant que ouais, non, c'était une parodie, car ça paraît tellement tiré par les cheveux, en fait, que toutes les critiques qui disent que ouais, non, c'est choquant au point d'être drôle. C'est pour cette raison qu'on peut trouver le livre facilement, d'ailleurs. Et qu'il est vendu partout, malgré qu'il revendique la misandrie, la haine des hommes. Elle va même jusqu'à parler d'élimination du sexe masculin. Et parce que les gens, ils l'interprètent comme une satire, et c'est ainsi qu'on a catalogué le livre. D'ailleurs, il y a plusieurs éditions de Scam, en fait, qui sont vendues avec une introduction qui donne des informations sur la vie de Valérie Solanas, pour expliquer qu'elle était dérangée et que sa haine envers les hommes, elle vient notamment du fait qu'elle a été abusée dans son enfance et que ça a laissé une trace indélébile. Elle a été très abîmée par les hommes au fil de sa vie, et ensuite elle s'est lancée dans la prostitution. Donc pour toutes ces raisons en fait, les gens ils donnent cette introduction et ces données autobiographiques pour dire que ouais non, on doit pas prendre tout ce qu'elle dit au sérieux et qu'elle est dérangée, quoi. C'est ça en fait, c'est un post-scriptum pour dire ouais non, attention, c'est une cinglée, donc prenez pas tout ce qu'elle dit au pied de la lettre, c'est ça en fait. Mais pour moi, mon avis, il est très tranché sur le sujet. Je pense pas qu'on devrait mettre les idées de Valérie Solanas de côté. Pourquoi? Déjà parce que son livre, il a beaucoup de qualités. Et premièrement, il appelle à l'action. Et le scum, qui est dans son titre, c'est un programme politique insurrectionnel. Il appelle les femmes à pas tolérer l'injustice, les injustices qui vont de pair avec le fait de vivre comme étant une femme dans la société. Et il va de soi, pour moi en tout cas, qu'on pourrait toutes devenir des Valérie Solanas, si on avait eu le même parcours. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, en fait, si on est une femme, de vivre les mêmes horreurs qu'elle. Et il y a certaines éditions, comme je l'ai dit, qui donnent ces informations biographiques et tout ça. Mais justement, le fait qu'elle soit passée par tout ça, ça montre qu'elle a une certaine légitimité, en fait, à dénoncer la dépravation et la violence masculine, elle a vécu, elle a grandi en étroite proximité avec. Donc, qui est mieux placé, en fait, pour parler de la violence masculine qu'une femme comme Valérie Solanas, qui en a vu toutes les couleurs. Et même, il y a cette idée que, ouais, non, si t'es une victime et que t'es une femme brisée et tout, on doit pas te prendre au sérieux et qu'on doit te mettre de côté. C'est pour ça que je trouve que pour les hommes, en fait, le mot victime, en fait, il devient... Il a un sens ironique. Alors que justement, comme je l'ai dit, c'est justement les victimes de la violence masculine qui sont le mieux placées et tout pour en parler. Une autre qualité du livre, c'est qu'il est très bien écrit. Je l'ai lu en français et j'ai lu certaines parties en anglais aussi, et à chaque fois c'est un peu comme de la poésie. Surtout quand elle dresse un portrait psychologique en fait des hommes. Et entre parenthèses d'ailleurs, elle a elle-même étudié la psychologie à l'université. Et je suis d'accord avec elle sur plusieurs points. Lorsqu'elle dit que les hommes y rêveraient d'être des femmes, notamment, et qui projettent leur tard et leur déficience sur les femmes. C'est-à-dire que les pires qualités en fait qui sont associées traditionnellement aux femmes,
Les, euh, les hommes, ils les ont toujours définis comme femelles parce que c'est leur propre tare, leur propre déficience, mais qu'ils ne veulent pas avoir à les confronter. Donc ce qu'il fait, c'est qu'ils vont les projeter sur les femmes. Et d'après Valérie Solanas, et je cite, ce qu'elle dit, c'est que l'homme, il est psychiquement passif. Il n'a pas pour but de faire de l'introspection ou de se remettre en question. Il regarde toujours en dehors de lui-même, donc c'est pour ça qu'il doit projeter tout ce qu'il n'a pas envie de voir chez lui sur les autres. Et comme j'ai dit, l'autre par excellence, comme le dit Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, l'autre par excellence, c'est avec un grand A, c'est la femme. Et, euh, et ouais, non, il est psychiquement passif aussi dans le sens où s'il regarde en lui-même, s'il se tourne vers l'intérieur, c'est le vide sidéral. Et, euh, et c'est vrai que ça rejoint ce que les hommes eux-mêmes ils disent. De même, si on lit par exemple les grands auteurs et tout, qui ont été acclamés, comme Blaise Pascal par exemple, ça va totalement dans le sens de ce que dit Valérie Solanas. Parce que c'est ce que dit Blaise Pascal, je cite, rien n'est si insupportable à l'homme que d'être en plein repos. Sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application, il sent alors son néant, son abondant, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond, de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Donc ça va totalement dans le sens de ce que Valérie Solanas, elle dit. Elle dit aussi que les hommes, ils ne sont qu'un corps, qu'une enveloppe corporelle, dans le sens où ils répondent qu'aux stimuli, des stimuli qui doivent toujours être constamment plus intenses. Que ce soit... donc ça a un sens dans le sens où les hommes, ils vont plus facilement se tourner vers les sports dangereux à risque, les bagarres, la drogue, la pornographie, etc. Ils doivent toujours trouver des nouveaux stimuli, des nouvelles distractions, en fait, pour pas avoir à se regarder en face ou à passer du temps avec eux-mêmes, sinon ils pèteraient un câble. Donc, il se conserve, en fait. L'homme, il se tient en vie en restant dans un état de perpétuelle stimulation comme ça. Et dans son livre, Valérie Solanas, elle va jusqu'à les comparer à des morts vivants. Ça a un sens, par exemple, quand on voit les exemples de pornographie de plus en plus extrêmes. Enfin, il y a plein de féministes qui posent la théorie selon laquelle ce serait la pornographie qui rend les hommes violents envers les femmes, d'ailleurs. Moi, je suis pas entièrement d'accord avec ça. Mais s'il y a de la pornographie de plus en plus violente, de plus en plus extrême, c'est parce qu'il y a une demande. Et que forcément, ils sont désensibilisés à chaque fois. Donc, il leur faut, comme je l'ai dit, toujours quelque chose de plus extrême, plus violent, plus intense. Donc, ça va avec la théorie que pose Valérie Solanas, selon laquelle ils répondent ils sont qu'une, ils sont qu'une succession de sensations physiques comme ça. Et, euh, et c'est drôle parce que historiquement, la femme, elle a toujours été définie comme étant le sexe passif. Les femmes, elles ont toujours été cataloguées comme étant passives. Mais c'est là que Valérie Solanas, elle montre que c'est faux en fait. Que c'est un renversement. Que les hommes y croient être actifs, mais qu'au fond, ils sont juste agités ou dispersés, voire mus seulement par leurs pulsions. Si on prend la Bible aussi, un livre qui a été écrit par des hommes, c'est le livre patriarcal par excellence, vu que le christianisme, c'est une religion patriarcale, qui a pour but d'asservir les femmes. Parce que comme par hasard, c'est Ève, la femme, qui commet le péché originel déjà.
Donc là, il dépeigne la femme comme étant incapable de contrôler leurs pulsions, de contrôler leur libido, alors que dans les faits, c'est les hommes qui commettent la majorité des viols ou des agressions sexuelles. Donc là aussi, c'est une projection. Et je cite ce que dit Valérie Solanas dans le Scam Manifesto. La religion, elle procure un but à l'homme, elle renforce par son code moral l'assujettissement des femmes aux hommes, et de plus fournit à l'homme des rituels lui permettant d'exorciser la honte et la culpabilité qu'il éprouve de ne pas se défendre assez contre ses pulsions sexuelles. Donc fin de la citation. Et d'ailleurs, même dans la Genèse, comme je l'ai dit, c'est Ève qui va tenter Adam. Donc elle n'est pas juste coupable d'avoir une libido incontrôlable selon les hommes qui ont écrit la Bible, mais aussi d'encourager les comportements immoraux chez l'homme. C'est toujours la même excuse qu'on utilise même aujourd'hui lorsqu'un homme commet un crime sexuel, c'est une méthode aussi pour contrôler les femmes, de leur dire que c'est pas à elles d'être trop des tentatrices, de pas s'habiller ou de se comporter de façon provocatrice ou suggestive. C'est jamais la faute des hommes qui commettent des viols ou des agressions sexuelles. Donc ça, en projetant toutes les pires qualités sur les femmes, ils s'octroient le droit d'être totalement disculpés de toute responsabilité. Donc c'est ça en fait. La femme, comme le dit Beauvoir, c'est l'autre avec un grand A, c'est le mouton noir sur lequel les hommes ils peuvent décharger tout le dégoût qu'ils éprouvent pour leur propre nature. Toutes ces qualités qui ont été catégorisées, cataloguées historiquement comme étant traditionnellement femmes, en fait elles sont hommes. Et il y a un effet miroir. Et d'ailleurs, Beauvoir, dans le deuxième sexe, elle dit que les femmes, elles se conçoivent qu'au travers du regard que les amis portent sur elles. Donc c'est pour ça qu'elles acceptent aussi facilement en fait toutes ces assignations qui leur sont attribuées par les hommes et qu'elles sont cantonnées dans ce rôle d'autre, qu'elles existent que en relation avec les hommes. Mais Solanas, elle dit que cet ordre-là, il devrait être ébranlé et que c'est les femmes qui devraient reprendre le contrôle. Et dans son livre, elle ne s'en prend pas qu'aux hommes, Valérie Solanas. Elle attaque aussi les femmes qui sont complices de leur oppression, qui se soumettent aux hommes sans protester et qui acceptent juste l'ordre social tel qu'il est. Elle les appelle les filles à papa. Et sur Internet, il y a un terme qui circule pour désigner les femmes comme ça. Dans les cercles féministes radicales, surtout, c'est handmaiden, donc servante en français. Et dans les cercles féministes radicales, c'est la pire insulte que tu puisses asséner à quelqu'un. Le pire label dont on peut affubler une femme, c'est celui de handmaiden. Donc, ouais, non, le fait que Solanas, elle exprime déjà son mépris pour les femmes complices comme ça, les femmes soumises à l'oppresseur. Déjà à son époque, c'était quelque chose de nouveau. Il n'y avait encore aucune féministe à cette époque-là qui démontait les autres femmes à ce point, parce que je pense qu'il y avait toujours cette règle tacite parmi les féministes que ouais, non, tu peux pas critiquer les autres femmes. Et c'est pour ça que j'aime bien le livre de Solanas, c'est qu'elle le fait sans... Et c'est qu'elle se prive pas de critiquer les autres femmes, sans complexe. Et
C'est pour ça que sur plusieurs points, elle était grave en avance sur son temps. Et le livre, il se construit sur plusieurs axes, où elle va pas juste tailler les avant-pièces, mais comme le titre l'indique, mais elle va aussi tailler les institutions que les hommes ont mis en place, toute la société dans son intégralité. Et d'après moi, elle fait preuve d'une extrême clairvoyance, en fait, quand elle décrit les différentes institutions qui ont été érigées comme ça pour assurer l'autorité des hommes, comme la religion dont je parlais précédemment, mais aussi le travail, le monde du travail, le capitalisme. Elle a une bonne critique, je trouve, sur le capitalisme et sur le système monétaire, la guerre, etc. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est dommage de lire son livre seulement comme étant une attaque contre les hommes, car son livre c'est aussi la cristallisation en fait de tous ces mouvements, de tous ces collectifs féministes insurrectionnels qui commencent à naître aux États-Unis en 1968, l'année juste après que le Scum il a été écrit. C'était en 1968 qu'il y a eu plusieurs révoltes en fait, qui étaient nées comme ça des mouvements de libération pour les femmes qui s'organisaient. En 1968 en France, il y a eu la révolution sexuelle et tout. Et c'est pour ça que je trouve que pour moi, Solana c'est une penseuse de la révolution au même titre qu'un Malcolm X, qui lui aussi était radical dans ses idées. Tous deux, en fait, ils mettent l'accent sur le fait que c'est une perte de temps, en fait, d'essayer de naviguer un système qui est déjà fondamentalement basé sur l'inégalité, qu'il faut détruire le système à la racine et en créer un autre. Pour moi, c'est ça, avoir une pensée révolutionnaire. Car tel qu'il est, le système, il ne protège pas les femmes. D'ailleurs, ni les minorités raciales dans le cas de Malcolm X. Donc, c'est pour ça que, enfin, elle fait appel à la violence dans le livre. Et perso, je suis pour que les femmes, elles utilisent la violence lorsque c'est nécessaire. J'en ai parlé déjà, notamment dans ma revue sur King Kong Theory. Les femmes, elles ont un droit à la violence lorsque leur vie, elle est en danger. Que leur intégrité physique, elle est menacée. Et c'est un point sur lequel Solanas et Malcolm X, ils se rejoignent aussi. Malcolm X, par exemple, il a une citation dans son célèbre discours qui s'intitule « Ballot or the bullet », donc le vote ou le fusil, là où il dit que vous ne devriez jamais être non-violent, à moins d'être face à la non-violence. Donc, c'est ça, quand tu es face à quelqu'un de violent ou à un acte violent, tu devrais toujours réagir par la violence. C'est ce qu'il dit. Donc, une révolution, selon lui, d'ailleurs, elle peut aboutir que lorsque du sang a coulé. Donc, c'est ça, la violence, c'est une partie intrinsèque de la révolution. Surtout dans un système qui est qui est fondé sur la violence. Une révolution non violente, elle n'a pas lieu d'être. Enfin, d'ailleurs, un système fondé sur la violence et sur la déshumanisation, sur l'exploitation, etc., etc. Donc, pour en revenir au Scum Manifesto, donc c'est vrai que le livre, il fonctionne sur plusieurs degrés. Donc, si on lit comme un livre comique, comme une satire, en fait, c'est très drôle. Si on lit comme un texte révolutionnaire appelant à l'insurrection, il y a plein d'idées intéressantes. Et on va trouver plein d'idées intéressantes. Et, euh, et, euh, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a du génie même dedans. Moi, perso, je l'ai lu littéralement. Et je pense que la façon dont on réagit au livre, justement, ça en dit plus long sur le lecteur, sur la personne qui lit, que sur l'auteur. Donc c'est pour ça que c'est un peu un Bechdel test. Mais moi, perso, je pense qu'elle était sérieuse. Même il est pas possible aujourd'hui de savoir exactement ce que Solanas, elle pensait.
Mais d'après toutes les informations qu'on a sur elle et des données autobiographiques, je pense qu'elle était sérieuse. Enfin, je penche sur, ouais, non, elle était sérieuse. Elle pensait ce qu'elle disait. Le fait qu'elle a été internée aussi en hôpital psychiatrique, ça a contribué à renforcer l'idée première véhiculée sur son cas et qu'elle était folle. Et justement, ce point-là, c'est un point que je voulais aborder, c'est que le domaine de la psychiatrie, c'est un domaine qui, historiquement, a été l'apanage des hommes. Si on en revient aux origines de la psychanalyse et de la psychopathologie, etc., les femmes, elles ont toujours été stigmatisées. Et je repense notamment à l'hystérie, qui vient du mot utérus. À l'origine, c'était considéré comme une maladie mentale que seules les femmes, elles avaient. Donc c'est ça, c'est les hommes qui choisissent quel comportement ils veulent pathologiser, en fait. Même les sorcières qui étaient brûlées et étaient considérées comme folles de par leur comportement, qui n'entraient pas dans la conduite jugée comme acceptable pour les femmes en société. Enfin, c'était inacceptable, en fait, pour les femmes, par exemple, de conduire des voitures de sport. On pouvait être brûlé pour ça. C'était pas acceptable non plus pour une femme de répondre à un homme, de pas être d'accord avec l'opinion d'un homme. C'est ça, donc toutes les femmes qui sortaient des normes sociales, des carcans sociaux, elles étaient brûlées et tout, parce qu'elles représentaient une menace, en fait, pour l'ordre social qui voulait que les femmes, elles restent en position de subordination. Pareil pour l'homosexualité aussi, c'était pas toléré et tout, c'était vu comme une pathologie. Donc c'est ça, en fait. Je pense que ces domaines-là, de la psychiatrie et tout ça, c'est une institution qui a été mise en place pour assurer qu'il reste, enfin comment dire, qu'il y a un certain ordre social. Et pour étoffer mon propos, je vais citer en fait une féministe aussi qui est aussi une psychologue qui s'appelle Yeoshin Lourdes sur Twitter. Et elle avait écrit un post en fait qui était hyper intéressant parce que elle a fait des études en psychologie parce qu'elle voulait travailler comme psychiatre. Et du coup, elle avait écrit ce post pour dire comment le domaine de la psychologie et tout s'était instrumentalisé. Donc, je vais lire ce qu'elle a écrit. Je n'arrête pas de penser à cette habitude, au cours de l'histoire, que les hommes ont de diagnostiquer les femmes comme hystériques et de les enfermer dans des asiles alors qu'elles réagissent de façon totalement raisonnable face à des circonstances invivables et abusives. Plusieurs d'entre nous souffrant d'un trouble mental, selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc le DSM en anglais, aka l'encyclopédie officielle des troubles mentaux selon l'homme blanc cisgenre. Alors qu'en réalité, la plupart de nos symptômes, entre guillemets, sont seulement des réponses saines et raisonnables de notre corps qui cherche à gérer des conditions de vie insoutenables générées par les hommes. La psychopathologie, à l'origine, avait pour but de classifier des comportements socialement inacceptables en se basant sur des traits comportementaux communs selon les normes sociales de l'époque. Donc là, petite parenthèse, donc là ce qu'elle nous dit c'est que le texte il est désuet et obsolète. Donc je continue de lire la citation. Tout ça selon les critères d'hommes blancs riches et misogynes. Cette psychopathologie dont on parle est subjective, encore énormément influencée par les normes sociales, et encore une fois, nos normes sociales sont défectueuses. Il n'y a pas de laboratoire de test pour diagnostiquer les critères, et le seuil des critères pour les diagnostiquer sont arbitraires. La psychopathologie n'est pas toujours véridique ni même utile. Elle contribue en grande partie à maintenir une stratification de la société en aidant les hommes blancs riches à garder certains groupes au rang de marginaux. Et le critère le plus important pour définir la santé mentale est ne pas causer de tort au système capitaliste.
Donc voilà ce qu'elle dit en fait sur le domaine de la psychopathologie, sur le thème de la psychopathologie et tout ça qu'elle a étudié elle-même à l'université. Donc c'est ça, il y a différentes manières en fait pour punir certaines femmes qui sont allées à l'encontre des comportements féminins en fait qui leur sont prescrits, comme la soumission à la politesse ou la déférence envers les hommes. Si tu présentes pas tous ces critères en fait, tu vas être marginalisé. On va te mettre dans un asile où tu vas être brûlé si c'est la chasse aux sorcières, tu vois, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et c'est quelque chose sur lequel, c'est quelque chose dont je suis sûre, c'est que on pourrait tout être des Valérie Solanas, dans le sens où si on avait vécu le même type d'abus qu'elle, de la part des hommes, et si on avait été traité comme de la merde aussi, on aurait pu s'en remettre à la violence aussi, parce que on sait tous qu'elle a attiré sur Andy Warhol et tout, mais quand on prend une arme et qu'on tire sur quelqu'un, ça veut dire qu'on a atteint un point de non-retour en fait, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je pense que c'est une accumulation en fait de coups foireux en fait qui ont fait qu'elle ait tiré sur Andy Warhol. Alors que les gens ils ont juste vu ça de l'extérieur, ils se sont dit ah ouais non elle est folle. Mais comme je l'ai dit, je pense que si on avait connu les mêmes exactions qu'elle, on aurait très bien pu avoir le même destin. Et et beaucoup de gens, comme je l'ai dit, répudient le portrait qu'elle dresse des hommes en disant qu'elle était prostituée et donc que les interactions qu'elle avait avec les hommes, elles étaient toujours négatives pour cette raison. Mais justement, je pense que les prostituées, elles ont l'image des hommes qui est la plus proche de leur essence parce qu'il n'y a pas de... Parce que dans les interactions que les hommes ils ont avec les prostituées, il n'y a pas de politesse, pas de contraintes sociales avec les prostituées. Dans la vie de tous les jours, il y a des règles quand on est en société. On change de casquette en fonction de nos activités, etc. Donc, le fait que Valérie Solanas elle soit une prostituée, je pense que c'est justement ce qui rend son témoignage encore plus légitime. Et d'ailleurs, elle a dit aussi, Valérie Solanas, dans une de ses interviews, qu'ils avaient payé des psychiatres en fait pour la déclarer comme étant folle et pour la mettre dans un hôpital psychiatrique. Ce qui, comme j'ai dit, étant donné l'histoire de la psychiatrie et de la misogynie qui en est une partie inhérente, c'est totalement possible, hein, c'est totalement probable. Et d'ailleurs, vu que Andy Warhol et ses détracteurs, ils ont bien plus d'influence qu'elle. Parce que de son vivant, c'était simplement une figure marginale, Valérie Solanas. Elle n'avait pas encore la renommée qu'elle a aujourd'hui. Ils auraient très bien pu fabriquer des histoires ou manipuler les narratifs qui étaient véhiculés à son propos dans la presse. Et c'est pour ça que dans le magazine où elle avait fait cette interview, donc Village People, elle a dit qu'elle avait été stigmatisée injustement. Et ouais, non, pour en revenir au concept de Daddy's Girl, sur lequel elle s'étend dans son livre, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir. Et pour citer ce qu'elle dit dans le Scam Manifesto, l'effet de la paternité sur les femmes est d'en faire des hommes, dépendantes, passives, domestiquées, animalistiques, gentilles, inquiètes, avides de sécurité et d'approbation, trouillardes,
humble, respectueuse des autorités, des hommes, etc. etc. Donc ici, quand elle parle de fille à papa, daddy's girl et tout, en fait, pour dire daddy ici, c'est le père personnifié, oui, mais c'est aussi un substitut en fait pour n'importe qui en position de pouvoir, pour n'importe quelle autorité en fait. La soumission au papa ici, à la figure du père, c'est aussi la soumission à n'importe quelle autorité patriarcale. Et ce qu'elle dit, c'est que l'éducation des filles, elle les transforme en agents du patriarcat et en fait des êtres dociles, qui se plient facilement à l'ordre patriarcal et acceptent la supériorité présumée du mâle. En ce sens, la majorité des femmes, c'est des filles à papa. Et c'est vrai que il y a beaucoup de féministes en fait sur internet et tout qui vont dire que qui vont dire que ouais non, le féminisme radical et tout c'est trop radical pour elles, que ouais non, les hommes ils aiment pas les féministes radicales, les autres femmes non plus, elles vous aiment pas et tout ça, etc. etc. Et c'est intéressant parce qu'en général quand les gens ils vont te critiquer, ils vont te dire quelque chose qui va eux-mêmes les offenser en fait. Donc le fait qu'elle dise ça, que ouais non, personne vous aime, le féministe radical, alors qu'on s'en fout complètement, tu vois. Mais pour elle, pour ces femmes-là, le pire c'est de pas être appréciée, de pas être validée. Donc c'est pour ça que qu'elles sentent le besoin d'utiliser ça comme insulte en fait contre les féministes radicales. C'est leur préoccupation numéro 1 en fait, c'est d'être appréciée et d'être validée. Et c'est pour ça que ces femmes, elles peuvent pas être des révolutionnaires ni des penseuses libres. Parce que quelqu'un qui veut la sécurité et l'approbation du groupe, il sera jamais au premier plan de mouvements radicaux, c'est sûr. Ça, j'en suis certaine. Et c'est cette mentalité docile qui est endoctrinée chez les femmes, mais c'est aussi quelque chose qui est propre à l'homme. Et là, c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que dit Valérie Solanas. Donc, ouais, non, c'est bon, j'ai fait le tour. C'était un peu in defense of Valérie Solanas. Je fais un peu une défense de Valérie Solanas ici. Et donc, ouais, non, je suis contente d'être tombée sur ce livre qui avait été recommandé par Sekhmet Chiol. Je vais mettre le lien de la chaîne de Sekhmet Chiol en barre d'infos.